Bonjour. On plonge aujourd'hui dans une affaire particulièrement sombre. Tout part d'une image choc. Kansas City, avril 1988. Un homme, nu, complètement hagard, qui ne porte qu'un collier de chien, et il réussit à s'échapper d'une maison. C'est cette évasion qui a, en quelque sorte, ouvert la porte sur l'horreur. Absolument. Cet homme, c'était Christopher Bryson, et il venait tout juste d'échapper à Robert Berdella, qui allait devenir tristement célèbre comme le boucher de Kansas City. Le boucher de Kansas City. Oui. Pendant presque 4 ans, là, entre 84 et 88, Berdella a séquestré, torturé, violé et assassiné au moins 6 jeunes hommes, chez lui. D'accord. L'objectif, c'est donc de comprendre un peu sa méthode, ses motivations apparentes, si tant est qu'on puisse vraiment les cerner, et puis surtout comment une telle abomination a pu durer si longtemps. Tout ça derrière la façade d'un type qui avait l'air intégré, quoi. Respectable. C'est ça. On va devoir regarder de près ce côté méthodique presque, bureaucratique de sa cruauté. C'est assez glaçant. Par où on commence pour saisir l'ampleur du truc? Alors, le mieux, c'est sans doute de commencer par son mode opératoire. Comment il attirait ses victimes. Il avait une cible, hein, des jeunes hommes plutôt en marge, souvent vulnérables. Ah oui, Quel genre de profil? des fugueurs, des personnes avec des dépendances, à la drogue par exemple, des travailleurs du sexe, mais parfois ça pouvait aussi être de simples connaissances. Il se servait de sa maison comme d'un appât. Il offrait un toit, de l'aide, parfois un petit boulot. Il jouait au sauveur en quelque sorte. Des jours, des semaines même. Alors la première étape, c'était systématique, il les droguait. Il utilisait différents sédatifs pour les rendre complètement dociles, incapables de résister. Une fois la victime maîtrisée, hop, il la ligotait solidement, souvent sur un lit qu'il avait préparé pour ça. Et là, la séquestration commençait. Et avec elle, le calvaire des tortures. Et ces tortures, d'après ce qu'on lit, notamment dans ses propres notes, c'était d'une brutalité, d'un sadisme, c'est difficilement concevable. Effectivement, ses propres écrits sont la source principale d'infos sur ce qu'il faisait subir et c'est glaçant. On y trouve des descriptions des viols répétés, bien sûr, des passages à tabac avec toutes sortes d'objets, une règle en métal, un maillet en caoutchouc. Mais il allait beaucoup plus loin. Il injectait des produits dangereux, genre du déboucheur pour canalisation, ou de l'eau de Javel, directement dans les yeux. Non. Si, il utilisait aussi de la kétamine pour les maintenir dans un état second. Il pratiquait la privation sensorielle avec des bouchons d'oreille. Il infligeait des chocs électriques avec un transformateur qu'il avait modifié. La strangulation aussi. Certaines victimes ont même été marquées, tatouées. C'est terrifiant. Et ce qui ajoute encore à l'horreur, c'est cette manie de tout documenter. Des centaines de photos Polaroid, des carnets entiers de notes. Pourquoi cette compulsion à tout enregistrer? C'est pas juste le crime, c'est l'archivage du crime. C'est un aspect vraiment central de sa psychologie d'après l'analyse du documentaire. Cette documentation, ça répondait à plusieurs besoins chez lui. D'abord, un besoin de contrôle, Absolu. qui s'étendait même à la mémoire de l'acte, si on veut. D'accord. Ensuite, c'était la possibilité pour lui de revivre l'excitation, le sentiment de toute puissance qu'il ressentait pendant la torture. C'était comme se créer sa propre bibliothèque d'horreur, une archive personnelle de sa domination. Il y avait une espèce de fierté perverse dans la méticulosité de ce travail, comme il devait le voir. Une fierté. Oui, il ne documentait pas seulement la torture, mais aussi la mort et le démembrement. Le démembrement. C'est ça qui lui a valu ce surnom horrible de boucher. Comment il procédait après leur mort? Avec une précision qui était décrite comme quasi chirurgicale. Il découpait les corps, souvent dans sa baignoire, sans doute pour faciliter le nettoyage après. Ensuite, il mettait les restes dans des sacs poubelles, des sacs normaux, hein. Et il les jetait? Il les sortait pour la collecte des ordures ménagères. Tout simplement. Comme ça, la majorité des preuves physiques disparaissaient. Simplement mis aux ordures. Le pragmatisme est glaçant. Mais vous avez mentionné une exception, pour les têtes. Oui. Dans au moins 2 cas qui sont bien documentés, il a gardé les têtes. Il les nettoyait méticuleusement. Il allait jusqu'à les faire bouillir pour enlever toute la chair, Oh non! avant de les garder comme des trophées. C'est vraiment l'acte de déshumanisation ultime.
Réduire la victime à un objet, un symbole de sa conquête. Et ce cycle infernal, ça a duré plus de 3 ans. Qu'est-ce qui a mis fin à tout ça finalement? On revient à cette image du début, l'évasion de Christopher Bryson. Exactement. Le 2 avril 1988. Après 4 jours de torture intense, Bryson, peut-être qu'il a profité d'un moment d'inattention ou d'une erreur de Berdella, il a réussi à trouver des allumettes. Il a brûlé les cordes qu'il retenait et il s'est enfui de la maison, nu, juste avec ce collier de chien. Un voisin l'a vu, a appelé la police. Et son témoignage, précis, terrifiant, ça a été le déclic. Ça a mené les enquêteurs directs à la porte de Robert Berdella. Et l'arrestation, comment ça s'est passé? Il a résisté? Non, apparemment, il a été arrêté assez calmement quand il est rentré du travail le jour même. Il a tout de suite nié, bien sûr. Il a demandé un avocat. Il a refusé de coopérer au début, mais le témoignage de Bryson était tellement détaillé, et puis il y avait les marques sur son corps, ça a suffi pour obtenir un mandat de perquisition très vite. Et là, la police découvre ce que la presse a appelé la maison des horreurs. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé exactement à l'intérieur? Alors, les descriptions des premiers policiers sur place, elles parlent d'une saleté repoussante, d'une odeur pestilentielle, insoutenable, en partie à cause des nombreux chiens qu'il avait et de leurs excréments partout. Mais au-delà de ça, ils ont trouvé les preuves matérielles qui confirmaient tout ce que Bryson avait dit. La chambre à l'étage où il était retenu, le lit avec les cordes encore attachées, le transformateur de train électrique modifié pour les chocs électriques, tout y était. Et les preuves plus directes des meurtres? Les photos, les notes dont on parlait? Elles étaient là, oui, des centaines de polaroïdes explicites, qui montraient les sévices infligés aux victimes. Et surtout, les fameux carnets, où Berdella décrivait méticuleusement, presque comme un scientifique fou, les tortures infligées à 6 victimes. Il les nommait. C'était une vraie feuille de route de ces crimes. Et les restes humains? Vous parliez des têtes? Alors, ils ont d'abord trouvé un crâne, qualifié de récent par le médecin légiste. Il était caché dans un placard, à l'étage. Puis, dans un sac, ils ont trouvé des vertèbres humaines, incroyablement propres, bouillies et blanchies, dit le rapport, au point qu'elles ressemblaient presque à du plastique. Ça montrait le soin qu'il prenait pour nettoyer ses trophées. Le nettoyage comme une partie du rituel. C'est juste terrifiant. Et dans le jardin aussi, ils ont trouvé des choses. Oui, les enquêteurs ont été intrigués par une zone où l'herbe était bizarrement verte, plus luxuriante qu'ailleurs. Ils ont fait venir une petite pelleteuse, et dès le 2e coup de godet, une mâchoire humaine est apparue. Ah oui? Ils ont continué à creuser, et ils ont sorti un 2e crâne. L'horreur ne s'arrêtait pas à la porte d'entrée, donc. Et il y avait aussi cette boutique qu'il tenait, Bob's Bizarre Bazaar. Il n'y a pas eu des découvertes là-bas aussi? Si, effectivement, après son arrestation, on a découvert que des crânes humains, nettoyés exactement de la même manière que se trouvaient chez lui, étaient exposés dans la vitrine de sa boutique. Dans la vitrine? Mais... Oui, avant ça, les gens pensaient que c'était des répliques en plastique ou des trucs médicaux anciens, quoi. Personne n'avait imaginé une seconde qu'ils étaient réels. C'est un niveau d'audace ou peut-être d'arrogance, ça laisse sans voix. Exposer les preuves de ces crimes à la vue de tout, incroyable. Comment ils ont fait pour identifier les victimes à partir de ces restes, de ces crânes? Ah, ça a été un travail minutieux pour les enquêteurs. Ils ont dû croiser toutes les infos. Les notes très détaillées de Berdella, où il nommait ses victimes, les photos Polaroid, et puis les caractéristiques des restes humains retrouvés. Les dossiers dentaires ont été absolument cruciaux. C'est grâce à ça qu'ils ont pu identifier formellement les 2 crânes. Celui du placard, c'était Larry Pearson, la 6e victime, juste avant Bryson. Et celui enterré dans le jardin, c'était Robert Sheldon, la 2e victime. Ce qui est peut-être le plus déroutant dans cette affaire, c'est ce contraste incroyable entre l'homme public et le monstre qu'il était en privé. Qui était Robert Berdella aux yeux du monde? En surface, c'était l'image même du citoyen respectable, presque exemplaire même. Il avait fait des études d'art au Kansas City Art Institute, il était connu dans le coin comme un bon chef cuisinier, il avait sa propre boutique d'antiquités et d'objets bizarres, Bob's Bizarre Bazaar, qui avait pignon sur rue. C'était un collectionneur, apprécié pour ses connaissances. Et il était même impliqué dans la vie locale, c'est ça? Tout à fait. Il participait activement à un programme de surveillance de quartier pour lutter contre la petite délinquance. Il avait même été nommé par la justice locale comme avocat des mineurs, une sorte de tuteur pour des jeunes en difficulté. Avocat des mineurs? C'est fou. Oui. Et il offrait régulièrement l'hébergement à des jeunes hommes qui traversaient une mauvaise passe. Il cultivait cette image d'homme généreux, bienveillant. Une façade remarquablement solide quand on y pense.
Sa maison, qui était plutôt bien tenue avant, est devenue négligée, presque un entrepôt, selon des témoins. Hmm. Et puis, dans certains cercles un peu plus marginaux, comme les bars gays qu'il fréquentait, ou parmi les travailleurs du sexe, il commençait à avoir une réputation d'homme agressif, très contrôlant, potentiellement dangereux. Son attitude envers les jeunes qu'il hébergeait serait aussi devenue de plus en plus méprisante. Et son histoire personnelle, on en sait quelque chose? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient éclairer un peu cette trajectoire, sans chercher d'excuses, bien sûr? Alors, Robert Berdelin est né en 1949. Son enfance est décrite comme celle d'un garçon plutôt timide, intelligent, mais assez isolé socialement. Souvent moqué, notamment à cause de ses grosses lunettes. Un événement marquant, ça a été la mort de son père, d'une crise cardiaque. Il avait 16 ans. Ah oui, jeune. Oui, et le remariage assez rapide de sa mère semble l'avoir beaucoup affecté. Ça a pu générer un sentiment d'abandon, de rejet. Le documentaire évoque aussi une agression sexuelle qu'il aurait subie adolescent, mais qui n'a jamais été signalée officiellement. D'accord. Et plus tard, jeune adulte? Il a exploré son homosexualité, mais dans un contexte familial très catholique, très traditionnel, ce qui a pu générer pas mal de honte, de conflits intérieurs. Il a aussi expérimenté les drogues. Il a quitté l'école d'art. Apparemment, ses projets étaient jugés trop sombres, trop tortueux. Trop tortueux. Prémonitoire. Oui, malgré cet échec académique, il a quand même trouvé une certaine réussite professionnelle, comme chef, puis comme antiquaire. Et c'est cette réussite, justement, qui a aidé à construire sa façade respectable. Alors, si on essaie de synthétiser un peu les motivations possibles, d'après la source, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui pouvait bien animer une telle horreur? Plusieurs éléments semblent se combiner, sans qu'on puisse vraiment dire lequel primait. Il y a, c'est indéniable, une recherche de pouvoir et de contrôle absolu sur l'autre, poussée à son extrême limite. L'idée d'avoir un esclave sexuel totalement docile, comme le dit un intervenant du docu, ça semble avoir été un fantasme moteur chez lui. Mhm. Le plaisir sadique aussi, tiré de la souffrance physique et psychologique qu'il infligeait, c'est évident. Et la documentation méticuleuse, ça servait peut-être à être prolongé, ce plaisir, à le revivre. Cette idée de tester les limites de l'endurance humaine, ça revient aussi comme une sorte d'expérimentation morbide. Oui, ces notes suggèrent un peu ça, qu'il observait, qu'il notait les réactions de ses victimes, ce qu'elles pouvaient endurer. Ça montre une déshumanisation totale, une absence complète d'empathie. La conservation des crânes, ça s'inscrit là-dedans. Prendre possession de l'identité même de la victime, la réduire à un objet de collection. Et cette fierté dont vous parliez. Oui, cette fierté glaçante qu'il semblait tirer de ses actes. Une absence totale de remords qui a frappé tous ceux qui l'ont interrogé après son arrestation. Pour voir concrètement comment sa violence a évolué, est-ce qu'on peut revenir sur quelques victimes? L'escalade semble assez nette. Absolument. Alors, tout commence, d'après les aveux de Berdella, en juillet 1984. La première victime connue, c'est Jerry Howell, 19 ans. Le mobile au départ, ça aurait été une simple histoire de dette non remboursée. Howell est séquestré, torturé, puis tué et démembré. Et ce qui est troublant, c'est qu'un ancien locataire de Berdella, un certain Todd Stoops, avait contacté la police après la disparition de Howell. Ah oui. Et il avait parlé d'une injection suspecte que Berdella lui aurait faite. Mais l'enquête n'avait rien donné à l'époque. Un premier signal manqué, donc. Et ensuite, 9 mois plus tard, avril 85, Robert Sheldon, 20 ans, il connaissait Berdella, qu'il l'hébergeait. Et là, la torture devient plus élaborée, plus longue. C'est avec Sheldon qu'il commence les injections de produits chimiques dans les yeux, la privation sensorielle avec les bouchons d'oreilles, les coups de maillet. Il le marque d'un tatouage. C'est aussi à ce moment-là que Berdella commence à se mettre en scène sur les polaroïds avec ses victimes. Il se met en scène. Oui, Sheldon sera finalement tué par suffocation, apparemment parce que Berdella a paniqué en entendant un couvreur qui travaillait sur son toit. Il a eu peur d'être découvert. Et c'est la tête de Sheldon qui sera la première conservée, d'abord enterrée dans le jardin. L'horreur monte cran par cran, c'est clair. Et après, d'autres victimes. Mark Wallace, Walter Ferris. Il y a Larry Pearson en 87. Sa séquestration a été particulièrement longue, non? Oui, Larry Pearson a été retenu pendant 6 semaines, de juin à juillet 87. C'est la plus longue période de captivité documentée. Et Pearson, il a montré des signes de résistance. Il a même mordu Berdella assez sévèrement à la main lors d'une agression. Une morsure qui a eu des conséquences. Ben oui, ça a obligé Berdella à aller se faire soigner à l'hôpital.
Et c'est juste avant de partir se faire soigner, peut-être par rage ou par peur que Pearson profite de son absence pour s'échapper ou alerter quelqu'un, qu'il l'a tué. D'accord. À son retour de l'hôpital, il a démembré le corps. Et c'est là qu'intervient un détail particulièrement macabre. Il a déterré la tête de Robert Sheldon du jardin pour y enterrer celle de Larry Pearson à la place. Non! Il a échangé les têtes. Oui, il a ensuite ramené le crâne de Sheldon à l'intérieur, l'a nettoyé et l'a gardé dans ce placard où la police le retrouvera plus tard. Cet échange de trophées, c'est d'un sinistre. Et le dernier chapitre avant l'arrestation, c'est donc Christopher Bryson. Exactement. Mars-avril 88. Bryson subit des tortures similaires pendant 4 jours, notamment l'eau de javel dans les yeux, avant de réussir cette évasion quasi miraculeuse qui va sonner la fin du règne de terreur de Berdella. Face à l'accumulation de preuves, les photos, les notes, les restes humains, le témoignage terrible de Bryson, quelle a été la stratégie de Berdella une fois arrêté? Confronté à l'évidence et surtout à la perspective bien réelle de la peine de mort, le Missouri l'appliquait, Berdella a choisi une approche pragmatique, on va dire, pour sauver sa peau. Il a d'abord plaidé coupable du meurtre premier degré de Larry Pearson. C'était le crime le mieux documenté, avec le crâne retrouvé dans la maison. Et ensuite, il a négocié, j'imagine. Oui, il a passé un accord avec l'accusation. En échange de l'abandon des poursuites capitales, il a accepté de plaider coupable pour les autres meurtres et, surtout, de fournir des aveux complets et détaillés sur les 6 homicides. Pendant 3 jours, en décembre 88, il a raconté tout son parcours meurtrier au procureur. Et comment ces aveux ont été perçus? On a parlé d'absence de remords, même de fierté? C'est ça qui a le plus choqué les procureurs qui étaient présents. Non seulement il n'exprimait aucun regret, aucune empathie pour ses victimes, mais il semblait prendre un certain plaisir à raconter ses actes dans les moindres détails. Avec une précision clinique, presque comme s'il était fier de la complexité, de la réussite de ses crimes. Il se voyait comme le maître d'œuvre d'une œuvre macabre. Terrifiant. Quelle a été la sentence finale alors? En décembre 1988, Robert Berdella a été condamné à plusieurs peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a donc échappé à la peine capitale grâce à cet accord. Et sa vie s'est terminée en prison, Fusia. Oui, sa carrière criminelle s'est arrêtée là, et sa vie aussi, finalement, peu de temps après. Il est mort en détention d'une crise cardiaque le 8 octobre 1992 au pénitencier de l'État du Missouri. Il avait 43 ans. Si on essaye de résumer les points vraiment saillants de cette affaire effroyable, on a cette dualité incroyable entre le citoyen modèle d'un côté et le prédateur sadique de l'autre. Une méthodologie implacable, attirer, droguer, séquestrer, torturer avec une inventivité cruelle, tuer. Puis documenté et démembré avec cette précision qui lui a valu son surnom, le boucher de Kansas City. Et une escalade évidente dans la brutalité, dans la durée des sévices, au fil des victimes. Il aura fallu l'évasion désespérée et courageuse de Christopher Bryson pour que tout s'arrête. Après presque 4 ans d'horreur, commises derrière les murs d'une maison ordinaire, dans un quartier ordinaire. Cette insistance du documentaire sur la documentation méticuleuse, les notes, les photos, la conservation des crânes, ça nous laisse quand même avec une question persistante. Au-delà du sadisme, au-delà du besoin de contrôle immédiat, qu'est-ce que ça révèle, cette obsession de l'archive? Est-ce que c'est une tentative de rendre son pouvoir immortel en quelque sorte? De le faire perdurer même après la destruction de la victime? C'est une question fondamentale, oui. Ou alors peut-être qu'il faut aussi s'interroger sur l'autre versant. Comment cette façade de normalité, cette implication sociale même, a pu masquer si longtemps et si efficacement une telle dépravation? Qu'est-ce que ça dit sur notre capacité collective à voir, ou peut-être à ne pas vouloir voir, l'horreur qui peut se cacher derrière le masque le plus banal, même quand certains signaux existent? C'est peut-être ça la leçon la plus troublante de l'affaire Berdella.